Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les matins en compagnie de Thomas Schlesser. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Vous avez publié Les yeux de Mona, un roman aux éditions Albin Michel. Ce roman a eu énormément de lecteurs, mais je dois dire que j'étais l'un des premiers parce que j'aime énormément qu'on me parle de peinture, qu'on m'explique la peinture, et je crois que tout le monde en ce moment a envie et peut-être même besoin de beauté, tout simplement parce que l'actualité est lourde. Donc j'ai décidé de faire une pause et de vous inviter pour parler de ces chefs-d'œuvre. Alors quelques mots sur ce roman, Les yeux de Mona. C'est un roman d'apprentissage entre un grand-père et sa petite-fille, Mona qui est menacée par une maladie qui lui ferait perdre la vision, et avant que ceci ne se produise, avant que l'irréparable ne se produise, son grand-père décide de lui prodiguer une thérapie adaptée, autrement dit de l'emmener dans des musées parisiens, autrement dit dans le Louvre, musée d'Orsay et le centre Pompidou, pour voir de ses yeux qui voient encore 52 chefs-d'œuvre, et il va lui décrire ces chefs-d'œuvre et il va lui expliquer. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que vous mettez ainsi à la portée du plus grand nombre la lecture des œuvres, l'histoire de l'art, une discipline qui n'est pas nécessairement extrêmement accessible au travers d'œuvres aussi différentes que Duchamp, Botticelli, et puis bien sûr la Joconde. Les yeux de Mona, ce sont aussi les yeux de Mona Lisa. Comment avez-vous choisi ces 52 chefs-d'œuvre, Thomas Schlesser ? Quand j'ai commencé le roman, lors de l'été 2013, il y a plus de 10 ans, ça a été un très long travail, j'avais posé sur le papier une centaine d'items, des artistes, des périodes, très librement. C'était d'ailleurs très ouvert. Il y avait à la fois la préhistoire, le Moyen-Âge, l'art extra-occidental. Et puis, au fur et à mesure de l'élaboration du livre, c'est plutôt le personnage Henri qui a fait les choix en fonction des trames narratives. Vous avez raison, Guillaume Erner, c'est un livre qui parle énormément d'histoire de l'art. Mais c'est un roman. C'est un roman avec ce qui est dicté par un déroulement dramatique. Et donc, en fait, l'affinement s'est fait au fur et à mesure, avec quand même un souhait de ma part, c'est qu'il y ait une bonne alternance entre des œuvres très iconiques, des artistes très iconiques, je sais pas, Frida Kahlo, Vinci, Jean-Michel Basquiat, des artistes que tout le monde connaît, et puis d'autres qui sont beaucoup moins connus, y compris des spécialistes. Des gens comme Julia Margaret Cameron, extraordinaire photographe du 19e siècle, Anna Hush et d'autres encore. Les yeux de Mona, c'est aussi un roman sur le fait d'apprendre à voir. Est-ce que ça veut dire que finalement nos sens, avec quelque chose d'a priori aussi évident que la vue pour ceux qui voient, est-ce qu'il faut apprendre à voir, Thomas Schlesser ? C'est exactement ce que dit Léonard de Vinci. C'est le saper vedere, le savoir voir, qui est en fait une clé de connaissance du monde. Ce n'est pas simplement un ravissement contemplatif et esthétique. C'est une façon d'avoir accès, une modélisation de ce qui fait notre univers, de pouvoir mieux l'encoder et le décrypter. Savoir voir, c'est savoir comprendre, c'est savoir entendre. Il y a cette phrase que j'adore de Paul Cézanne qui est à la toute fin du livre. Il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que au fur et à mesure que nous apprenons à regarder le monde environnant, nous nous donnons des outils pour mieux regarder les œuvres des musées. Et au fur et à mesure que nous regardons les œuvres des musées, nous voyons mieux le monde. C'est ce qu'on appellerait en physique une boucle de rétroaction positive, une symbiose si vous voulez. Et c'est évidemment tout à fait essentiel. Mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas capable d'apprécier une œuvre pleinement si je n'ai pas appris à regarder ? C'est la grande question, vous avez raison. En fait, je pense que tout le monde en a fait l'expérience. Avec une œuvre, il y a un appel. Cet appel fait que, pour des raisons qui sont un peu sensuelles, un peu intellectuelles, on va vers elle. Et puis, il y a des choses que l'on reconnaît, qui nous sont familières, d'autres qui le sont moins. Et va naître un mélange un peu confus entre émotion et intellect. Mais cet appel, il va être face à un ensemble qui est plein de trous.
C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Un symbole, un mouvement, une particularité esthétique, etc., etc. Et là, la connaissance va jouer son rôle. Moi, je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il y aurait Moi, je pense que c'est un lieu commun toxique d'imaginer qu'il y aurait l'émotion directe, naïve, authentique et pure, et de l'autre côté, l'intellect. Bien sûr que non. C'est une communication permanente entre ces deux aspects de notre être, l'un nourrissant l'autre, l'autre nourrissant l'un, de façon absolument simultanée. Moi, j'adore la peinture à la radio et je suis particulièrement amoureux des mots de Daniel Arras. Voilà. On va l'entendre évoquer la Joconde. Daniel Arras, une grande voix de France Culture. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le tableau qui pourtant sont là. Hein, si on a la reproduction à côté de soi ou si on va au musée, on le verra mieux d'ailleurs dans la reproduction qu'au musée, mais eh bien on va voir par exemple que effectivement la Joconde est assise dans une loggia. Hein, qu'est-ce que ça veut dire une loggia? Ça veut dire qu'il y a des colonnes de part et d'autre. Hein. De part et d'autre de la Joconde, à droite et à gauche, au bord du tableau, Léonard de Vinci a pris la peine de peindre deux colonnes avec la base de la colonne et puis le muret qui joint les deux colonnes. Donc elle est dans une loggia, tournant le dos au paysage, et un paysage très très lointain. Bien. Ensuite, elle est assise. Mais où et sur quoi est-elle assise? Elle est assise sur ou dans un fauteuil. Comment le sais-je? Je le sais uniquement parce que le bras gauche de la figure est appuyé, parallèlement au plan de l'image, sur un accoudoir. Mais cet accoudoir est la seule trace du fauteuil. Il n'a pas de dossier, par exemple. Bon, il aurait dû peindre un dossier, il n'y a pas de dossier au fauteuil. Donc, étrange. Ensuite, le paysage à l'arrière-plan. Le paysage à l'arrière-plan est étrange, effectivement, puisque c'est un paysage qui est fait uniquement de rochers, de terre et d'eau. Le grand-père de Mona lui explique, comme Daniel Arras vient de le faire, la Joconde. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la Joconde? Il y a une forme de tristesse, de mélancolie, dit-il Thomas Schlesser. Oui, qui est en particulièrement dû au fait aussi que les vernis ayant vieilli, il y a cette espèce de voile qui a recouvert la Joconde. Théophile Gautier, dès le 19e siècle, le remarquait. Il disait sans doute la Joconde, si on la nettoyait, eh bien, les bleus réapparaîtraient, mais ce ne serait plus tout à fait la Joconde. Dès le 19e siècle, il y avait cette conscience. Mais ce qui est extraordinaire avec ce tableau, tellement iconique qu'on a du mal à le voir. C'est en effet ce contraste entre cet arrière-plan qui est quasiment fantastique, avec cette vibration du monde dans une atmosphère aux limites de la désolation et du désertique, et ce sourire tellement infime, tellement discret, qui est une invitation à sourire à la vie. Il y a chez Léonard de Vinci l'ambition de l'imitation réflexe de la part du regardeur, c'est-à-dire eh bien de se mettre au diapason de ce modèle énigmatique et exceptionnel qu'est la Joconde. Donc le message qui se dégage de cette œuvre, c'est un message qui peut sembler un peu mélancolique, mais qui est aussi très positif. Alain dirait ce serait un acte, Alain le philosophe, hein, un acte politique, un acte citoyen, celui d'éprouver une forme de conscience de l'autre et de mobiliser sa volonté pour lui sourire. Pourquoi ce tableau est-il le plus connu, l'un des plus connus au monde? Est-ce mérité, Thomas Schlesser? J'ai absolument aucun doute sur le fait que la Joconde est un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Il a à la fois une histoire matérielle tout à fait extraordinaire. Il a été peint par un homme comme il y en a 3-4 par civilisation. Et c'est un tableau absolument bouleversant. Mais je le répète, ce qui est très complexe avec la Joconde, c'est que c'est maintenant un tableau que nous avons tellement vu que son destin est de décevoir. Donc j'essaye modestement, dans le livre, de le réactiver, de le réanimer. Je ne dis pas que j'y arrive, je ne le sais pas, en tout cas j'essaye, mais c'est vrai que c'est plus facile, si vous voulez, d'activer, de rendre inflammable une œuvre que l'on connaît moins, que aujourd'hui de parler de la Joconde. Je vais vous donner un exemple simple. Au Louvre, il y a une acquisition récente d'un tableau d'une femme qui s'appelle Marguerite Girard, qui est l'élève intéressante. Et c'est un tableau absolument remarquable, et c'est beaucoup plus facile, là, évidemment, de mobiliser les émotions et l'intellect de regardeurs qui ont un œil un petit peu plus vierge. Alors, l'une des questions, vous avez en partie répondu à cette question, Thomas Schlesser, mais c'est la question de la transmission. Là, c'est la transmission qui se fait du grand-père
à la petite fille. Pourquoi d'ailleurs ne s'agit-il pas de la mère, du père à la... Mais pour une raison simple, c'est qu'il y a entre grands-parents et petits-enfants un lien exceptionnel qui n'existe pas entre parents et enfants. Entre parents et enfants, vous avez un rapport où il y a beaucoup plus de pression des parents sur les enfants et des enfants sur les parents. Moi, je fais partie d'une génération qui a eu la chance de bien connaître ses grands-parents. On est peut-être la première génération à les avoir autant connus. Je les ai adorés. J'ai adoré ma grand-mère, qui m'a en partie élevé. Et entre grands-parents et petits-enfants, entre ce grand-père Henri et cette petite-fille Mona, il y a une générosité, il y a une liberté, il y a une largesse qu'il n'y a pas entre parents et enfants et qu'il n'y a pas à l'école. Alors, la transmission, la Joconde, par exemple, comment a-t-elle été vue avant? Est-ce que l'on sait comment Léonard de Vinci voulait qu'on la regarde, même si vous nous avez expliqué que les glacis avaient évidemment évolué depuis l'achèvement de cette peinture? Il est évident que le cadre intime dans lequel on voit une œuvre provoque bien d'autres choses que la vision collective dans les musées. C'est très difficile de se mettre dans le corps et la position d'un regardeur, mais je renvoie chacun à sa propre expérience chez soi, avec même simplement un poster qu'on peut avoir quand on est adolescent, quelque chose de tout simple, mais dans lequel le rapport quasiment de corps à corps dans un univers beaucoup plus resserré, eh bien, permet d'avoir accès sans doute à beaucoup plus de soi-même à travers les œuvres qu'on regarde. C'est vrai, la Joconde est maintenant tellement partagée qu'elle en finit peut-être par être un petit peu diluée, je le reconnais. Ça devait être extraordinaire de pouvoir la regarder dans un cadre intime avec Léonard de Vinci sous François Ier au début du XVIe siècle. Eh bien, on va évoquer d'ailleurs des œuvres moins connues, comme par exemple L'élève intéressante de Marguerite Gérard, c'est à la fin du XVIIIe, ou d'autres œuvres connues, des Rembrandt, des Vermeer. Avec vous, dans une vingtaine de minutes, Thomas Schlesser, Les yeux de Mona, c'est votre roman publié aux éditions Albin Michel. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Parenthèse dans cette actualité. Avec vous, Thomas Schlesser, vous êtes historien de l'art, directeur de la fondation Hartung Bergman à Antibes, professeur à l'école polytechnique, et on vous doit un roman donc de transmission, Les yeux de Mona, aux éditions Albin Michel, l'histoire d'une petite fille qui risque peut-être de perdre la vue. Son grand-père décide, sous forme donc de thérapie, de lui présenter 52 chefs-d'œuvre de l'art occidental. On vient de parler de la guerre dans le biais politique de mon camarade Jean Lémarie. La guerre est un motif de peinture que très important, l'historien de l'art connaît. Si vous voulez, les artistes ont longtemps aimé la guerre. Ils l'ont beaucoup peinte. Il y a un moment très étonnant au moment de la Révolution française où les artistes prennent conscience que encore naguère, c'est-à-dire vraiment jusqu'à la fin du XVIIIe, il n'y avait pas suffisamment de sujets pour beaucoup d'artistes, et avec l'accélération de l'histoire que représente la Révolution française, comme si l'histoire et l'actualité venaient à se confondre, il n'y a plus suffisamment d'artistes pour représenter toutes les guerres, toutes les batailles, tous les conflits qui adviennent avec la Révolution française. Changement, en fait, vraiment de paradigme où c'est comme si l'histoire envahissait le présent. Intéressant aussi de voir comment certains artistes ont traité la guerre avec une mise à distance. Goya, bien sûr, a été parmi les premiers à dénoncer les méfaits de la guerre. Il l'a fait non seulement avec son célèbre 13 des Maillots, cette exécution absolument abominable par les troupes de Napoléon, d'Espagnols résistants, donc début 19e, mais il l'a fait aussi par exemple avec une nature morte qu'on trouve dans le roman et que le grand-père Henri va présenter à sa petite fille Mona, qui est une œuvre du Louvre, une nature morte bouleversante, où c'est en fait un animal découpé et d'ailleurs dans une goutte de sang. Eh bien, il y a la signature de Goya, comme si celui-ci avait véritablement fait corps avec les horreurs de son siècle, et où, en effet, dans les symboles, dans quelques symboles que ce soit, peut se nicher ce sentiment de désarroi total devant le tragique de l'histoire, oui. Ce tragique, il peut avoir aussi la forme d'autres cataclysmes
cataclysme écologique en tant qu'historien de l'art. Oui. Vous vous êt penché là-dessus, Thomas Schlesser. Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur des questions qui relient art et politique, art et société. J'ai fait un livre sur la censure et la liberté d'expression. J'ai fait également un livre qui s'appelle L'univers sans l'homme en 2016, qui traitait donc de la façon dont les artistes projetaient un avenir un peu noir, avec non seulement des anticipations des désastres environnementaux à venir, mais également des anticipations des effets de l'intelligence artificielle et de la combinaison des deux. Je dois dire que dès 2016, je réfléchissais à travers les artistes à ces problématiques. Et si vous voulez, une chose est la prise de conscience de l'importance du vivant, dans lesquels je pense les artistes ont joué un rôle énorme, vraiment énorme, parce qu'ils ont matérialisé des grands enjeux de façon intuitive, main dans la main avec des scientifiques ou avec des penseurs. Ils ont vraiment joué un rôle énorme. Maintenant, je vais vous dire une petite chose. Attention à ce nouveau conformisme qui s'installe et qui consiste pour beaucoup d'artistes, au fond, à s'emparer de la question environnementale parce que on est sûr de pas se tromper. Voilà. Et donc, je vous avoue, je vous dis une petite chose personnelle, je commence à avoir une forme de lassitude devant cette nouvelle, ce nouveau confort du conformisme de la contestation, qui consiste à dire à chaque fois, en fait, on va dire que la planète est en danger. Oui, je vous le confirme, la planète est en danger, mais bon, voilà, il n'y a pas besoin de bataillons immenses d'artistes pour le répéter, on le sait. Vous venez de prononcer le mot noir. Le noir est très présent, hélas, dans l'actualité. Et puis, parmi les 52 chefs-d'œuvre qui sont présentés à Mona, et il y en a un qui présente justement une croix noire sur un fond blanc. C'est l'œuvre de Malevich qui est présentée au Centre Pompidou, Thomas Schlesser, et une œuvre justement où il est particulièrement utile d'avoir un historien de l'art pour nous apprendre à la voir. Je vais vous dire une première chose. Malevich, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un artiste fondamental, fabuleux, essentiel. C'est la première chose. Évidemment, ça rentre en décalage avec l'a priori que l'on a, puisque Malevich est connu pour son carré noir sur fond blanc, son carré blanc sur fond blanc, qu'on réduit souvent, comme on le fait avec Marcel Duchamp, à des espèces de provocations un peu dérisoires. C'est tout sauf cela. Dans le roman, ce que le grand-père apprend à sa petite fille, c'est souvent des contextes. Et pour Malevich, il est indispensable de savoir quel est le contexte de production, c'est-à-dire celui de l'Empire russe du début du XXe siècle, avec un artiste qui, en fait, revisite toutes les avant-gardes entre 1900 et 1914, et puis qui, à un moment donné, va pousser la logique de l'abstraction extrêmement loin, avec des formes pures qui vont être définies comme suprématistes, c'est-à-dire le suprême pouvoir de la couleur intérieure en réalité. Et parmi ces formes pures, il y en a une qu'il va faire plusieurs fois, qui est une croix, en l'occurrence une croix noire sur un fond blanc. Il l'a fait en 1915. Et cette œuvre, qui est une œuvre révolutionnaire dans le contexte qui va aboutir à l'insurrection bolchevique, eh bien va peu à peu être une œuvre considérée avec beaucoup de mépris et même avec beaucoup d'agressivité par le pouvoir soviétique. Pourquoi ? Parce que les forces révolutionnaires de gauche progressiste vont finir par imposer une doctrine qui est celle du réalisme socialiste et vont interdire, je dis bien interdire, à Malevich de peindre de manière abstraite, de prodiguer des théories sur l'abstraction, alors que chez Malevich, l'abstraction, qu'est-ce que c'est ? C'est la liberté individuelle. C'est le fait qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons des formes et des couleurs qui seraient comme notre essence et qui ne demandent qu'à se manifester afin de nous réinventer, de nous émanciper sans cesse. Malevich, la clé de son esthétique, c'est l'autonomie. Et dans le roman, c'est ce qu'explique Henri à Mona. Évidemment, les auditeurs de France Culture le savent toutes et tous, mais autonomie, c'est nomos et auto, la loi que l'on se donne à soi-même. D'où une leçon très simple avec Malevich qui est autonomise-toi. C'est une grande leçon de liberté. Dans votre roman Les yeux de Mona, qui est un roman donc, vous proposez malgré tout, Thomas Schlesser, une histoire de l'art. Il y a eu
multitude d'histoires de l'art. Il y a eu celle de Kandinsky, il y a eu celle de Gombrich, il y a eu celle de Malraux, Les Voix du silence, qui mêlait l'art occidental et les arts qui ne sont pas occidentaux. Pourquoi vous êtes-vous limité à l'art occidental ? Je vais vous dire, il y a plein de raisons à cela. La première, c'est que, en effet, comme vous l'avez dit, c'est un roman. C'est un roman avec donc un personnage, Henri, qui va faire le choix de 3 musées pour des raisons d'unité de lieu dans le roman. Il y a une unité de temps, 52 semaines, et une unité de lieu qui est Paris, avec donc le Louvre, Orsay et Beaubourg. Je sais bien qu'au Louvre, à Orsay et à Beaubourg, il y a également de l'art extra-occidental ou de l'art du Moyen-Âge, et donc on aurait pu tout à fait avoir quelque chose qui soit un peu plus large. Et comme vous auriez pu aller, je ne sais pas, au Quai Branly en face. Non, mais absolument. Mais si vous voulez, il y a déjà pas suffisamment de 10 000 pages pour parler de Botticelli. C'était impossible dans le cadre d'un roman de parler de tout. Et surtout, ce que Henri propose comme message permanent à sa petite fille, c'est que par le biais de ses œuvres, il y a tous les horizons qui doivent s'ouvrir. Et ensuite, ce sera à Mona de s'en emparer si elle le souhaite ou non. Mais il y a déjà tellement de choses dans le peu d'œuvres qui sont dans ce livre. Il n'y en a que 52 que je crois que l'ouverture, elle est déjà présente. J'ajouterais, si vous le permettez, Guillaume Erner, que le livre rencontre une attention à l'étranger. Il en est prévu quelques traductions et dans des pays qui sont le Japon, les pays arabes, la Turquie, l'Estonie. Oui, je crois qu'on en est à 33 traductions. La 33e, c'était... C'est ça. C'est pas pour dire... Non, mais je le dis à votre place. Voilà, c'est gentil. Non, mais c'est pour vous dire, en ayant eu pour le coup des échanges avec les éditeurs et les traducteurs à travers le monde, je me rends compte que cet art qui va donc de Botticelli à Pierre Soulages, il rencontre un écho universel absolument extraordinaire. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait parler d'universel de là, le fait qu'il n'y ait plus de civilisation en art, est-ce que c'est quelque chose, vous parliez de Soulages, peut-être pourrait-on d'ailleurs s'arrêter sur cette peinture que vous présentez, qui est le 52e chef-d'œuvre que va évidemment voir Mona et qu'elle va voir décrit? Alors c'est très émouvant parce que à chaque fois dans le roman, il y a une petite leçon de vie, un petit précipité philosophique qui accompagne les œuvres. Et à chaque fois, c'est un précipité philosophique qui échappe à l'histoire de l'art en tant que tel pour ouvrir vraiment sur la vie. J'en sais rien, par exemple, devant un tableau de Rosa Bonheur, ça va être l'animal est ton égal. Devant Jean-Michel Basquiat, sort de l'ombre, etc., etc. Et devant Soulages, pour la seule fois du livre, c'est une leçon d'histoire de l'art, mais qui est aussi une leçon de vie, c'est le noir est une couleur, qui était évidemment le grand message de Soulages, et qui annonce peut-être ou non ce que va être le destin de Mona à la fin, aveugle ou pas. Je dirais plusieurs choses sur Soulages. La première, c'est qu'il a été l'incarnation d'une sorte de trésor vivant pendant de si longues années. C'était mérité. C'est un artiste d'une radicalité intéressante parce que, au fond, il parle à tout le monde avec un principe assez simple. Je suis le peintre du noir. Soulages n'a pas fait d'ailleurs du tout que cela. Mais on en a une représentation assez directe. La deuxième chose, c'est que les œuvres de Soulages sont l'exemple même de la surabondance de détails et de nuances qu'on peut trouver dans un dispositif dont on croit qu'il en manque. On se dit tout de suite devant un tableau de Jérôme Bosch que ça va fourmiller de détails et de symboles. En revanche, devant une œuvre abstraite, on peut avoir la sensation que c'est très aride. Et en réalité, avec un Soulages, c'est très facile de faire l'expérience de ces effets de luminescence, de scintillement, de matière. Et donc, c'est une clé d'entrée formidable pour comprendre la complexité et toute la richesse de l'art abstrait. Et puis la dernière chose, c'est ce qui se passe dans le roman. C'est que le noir est un formidable moteur à projection, à fantasme, c'est-à-dire à, comme disait Caspar David Friedrich, à fermer l'œil du corps pour ouvrir l'œil de l'esprit. Et dans la dernière leçon, c'est Mona qui prend les rênes
et qui va expliquer à Henri, en somme, devant un Pierre Soulages, tout ce qu'elle y voit des leçons de l'histoire de l'art passé. Car, je le précise, ce roman ouvre sur le moderne et le contemporain à l'aune de l'art ancien, ce qui permet, je pense, pour ceux qui sont moins familiers avec cette période plus récente, de la connaître beaucoup plus facilement, de façon plus accessible. Mais alors, justement, parce que c'est ça qui est intéressant, et il y a une cassure dans le roman qui arrive probablement au 35e ou au 36e chapitre, autrement dit, là où vous commencez à parler de Kandinsky ou de Duchamp, et des moments où finalement l'art ne peut plus être séparé de son contexte. Est-ce que c'est un ajout ou est-ce que c'est une perte, Thomas Schlesser ? Alors, si vous permettez, Guillaume Erner, l'art ne peut pas être séparé de son contexte non plus quand vous voyez des Christ en croix. C'est impossible. Pensez à une chose toute simple. Jusqu'à la découverte, au début du 19e siècle, des antalgiques, nos corps étaient, sans privilège de classe, nos corps étaient sans arrêt des corps souffrants. Sans arrêt. Il y avait, comme dit l'historien Robert Muchemblé, le cri des organes permanent. Il est évident que quand vous avez ça en tête, vous comprenez mieux la puissance empathique qu'il pouvait y avoir entre quelqu'un sur une croix en train de souffrir et des regardeurs. Et donc, c'est le cas également pour l'art moderne et contemporain, mais c'était déjà le cas avant. À une nuance près quand même. Vous racontez cette anecdote. Lorsque l'oiseau dans l'espace de Brancusi a été expédié par avion, eh bien le douanier s'est dit que ça n'était pas une sculpture et qu'il fallait le taxer comme une marchandise. Si j'envoie un Manet par l'avion, le douanier n'aura absolument aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une peinture. Mais c'est ça, en fait, le besoin de contexte. Mais détrompez-vous, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Pour les impressionnistes, en 1875, je parle pas de la première exposition impressionniste 74, au moment où il y a eu une vente aux enchères à Drouot, pendant que les artistes étaient vivants, du public s'est pressé dans la salle pour pourrir les enchères afin d'empêcher la reconnaissance de ces tableaux comme œuvres d'art. On connaît quantité de caricatures qui montrent à quel point les impressionnistes ont été déconsidérés dans leur statut même d'artiste. Donc je vous assure, je comprends ce que vous dites, je pousse le bouchon un peu loin, mais je vous assure que ça ne date pas du XXe siècle. C'est ça que je veux vous dire. Bon, alors, mettons ça de côté. Et simplement, Guillaume Erner, pour préciser, par ailleurs, Brancusi a fini par gagner son procès contre les États-Unis qui ont reconnu juridiquement l'oiseau dans l'espace comme une œuvre d'art à part entière. Bon, alors je reformule dans ce cas-là ma question et je vais vous demander brutalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Kandinsky ou avec Duchamp pour qu'il y ait une telle cassure finalement dans cette liste de chefs-d'œuvre que vous proposez? Marcel Duchamp et Kandinsky sont deux artistes d'abord d'une intelligence exceptionnelle. Ce sont vraiment en particulier Duchamp. Le titre c'est Met le bazar partout, mais je veux pas laisser penser, ça c'est dans le cadre du roman, je veux pas laisser penser que Duchamp était simplement un agitateur provocateur. C'était quelqu'un d'une intelligence absolument exceptionnelle. Et leur démarche qui est à la fois mystique et intellectuelle chez Kandinsky, qui est plus intellectuelle, voire scientifique chez Marcel Duchamp, consiste à dire qu'au fond, l'art peut s'emparer de tous les domaines de la vie. De tous les domaines de la vie. Et qu'il faut casser la rupture entre ce qui est de l'ordre de la représentation et de ce qui est de l'ordre de notre vie en commun. Qu'on va pouvoir réinventer la vie à travers l'art. Alors attention, parce que ça peut donner le pire. Ça peut donner le pire. Politiquement, ça peut être redoutable. Réinventer artistiquement la vie, c'est aussi une ambition qu'on trouve dans les dictatures, qu'on trouve dans le nazisme. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas parce que le pire a existé à travers des usages épouvantables de l'esthétisation de la vie que pour autant, il faudrait voir derrière Kandinsky ou Duchamp un fasciste qui s'ignore. Ce serait totalement aberrant. Donc, en effet, Kandinsky, Duchamp, replace au fond l'idéal de Léonard de Vinci au cœur du jeu, l'art comme causa mentale, comme chose mentale. Vous êtes par ailleurs, en tant qu'historien de l'art, un spécialiste de Courbet. Courbet qui a une dimension picturale évidente, une dimension politique
tout aussi évidente pour les spécialistes, mais probablement moins présente pour ceux qui le connaissent moins. Quel est finalement le destin politique de Courbet, selon vous, Thomas Schlesser? Alors, déjà, juste une petite chose amusante, dans le livre, la leçon qui préside à Courbet est tirée par le grand-père de Mona de ce que disait le grand-père de Courbet à Courbet. Crie fort et marche droit. Alors, crie fort et marche droit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est évidemment l'intransigeance. Une intransigeance qui, chez Courbet, est un cri de la peinture, qui est le cri du réalisme, c'est-à-dire je représente le monde sans recours à l'imagination et sans concession, et avec, sur le plan pictural, une peinture qui est souvent très, très, très dense, voire empâtée, donc une sorte d'émulation de la réalité. Peut-être quelques mots sur l'enterrement à Ornans, oui. qui est donc une œuvre extrêmement importante du milieu du 19e, oui. Thomas Schlesser. On voit en fait sur un format monumental des habitants de la petite ville d'Ornans, qui est donc au fin fond du Jura, très jolie ville au demeurant, d'où est originaire Courbet. On voit donc un ensemble de villageois pour un enterrement qui est un enterrement d'une grande banalité, comme malheureusement la vie nous en profile régulièrement. Et Courbet donne des dimensions extraordinaires à ça, dans des tonalités de noir en plus. Et donc évidemment, le public de l'époque, qui est celui de la Seconde République, qui est progressivement en train de devenir le Second Empire, puisqu'on est sous la transition de Louis-Napoléon Bonaparte à Napoléon III, donc un contexte politique de restriction des libertés, c'est très important de le préciser. Courbet va avoir ce geste extrêmement provocateur, à tel point qu'on va soupçonner en Courbet un agitateur politique socialiste au sens du socialisme rouge de l'époque, qui avance masqué comme artiste, et Courbet va par ailleurs être plus tard un grand acteur de la Commune de Paris, acteur pacifiste d'ailleurs. C'était pas un rouge sang. C'est quelqu'un qui en appelait toujours à l'harmonie et à la paix, mais il était là aussi totalement intransigeant avec son utopie d'une grande concorde sociale. Mais alors, justement, comment la politique se traduit-elle dans les œuvres de Courbet, puisque crie fort et marche droit, c'est un slogan entre le politique et le militaire. C'est ça qui est incroyable avec Courbet, c'est ça qui est vraiment, vraiment incroyable, c'est que ses œuvres, à proprement parler politiques, sont relativement rares. Courbet est d'abord un grand peintre de nature morte, de paysages et de portraits. Et ça a été d'ailleurs l'objet, moi, de mon intérêt intellectuel quand j'ai fait ma thèse il y a longtemps maintenant, que j'ai commencé en 2002, soutenue en 2006. C'est comment est-ce qu'un artiste qui, au fond, a produit aussi beaucoup de sujets qui sont relativement consensuels, a engendré chez ses contemporains autant de discours extrêmement animés et contradictoires, polarisés et idéologiques. C'est fascinant. Ce qu'il y a de fascinant dans votre livre, Thomas Schlesser, Les yeux de Mona, c'est la manière dont vous mettez à la portée du plus grand nombre une culture cultivée et une lecture de l'histoire de l'art qui va donc de ce que vous avez dit sur Malevich à France Gall, puisqu'il est aussi question de France Gall qui, à ma connaissance en tout cas, n'a pas peint, mais en revanche a chanté Cézanne. Oui, alors en fait le livre cherche aussi à montrer que il n'y a pas que la culture savante qui permet de décrypter l'essentiel d'un artiste. En effet, devant Frida Kahlo, je fais appel à Nietzsche, ce qui ne tue pas rend plus fort, devant Camille Claudel, à Platon. Mais devant Cézanne, le grand-père de Mona lui parle à la fois de Rilke. Chaque point du tableau a conscience de tous les autres, mais il est question aussi de Cézanne peint, chanson de France Gall absolument fabuleuse, je trouve. Pourquoi ? Évidemment, c'est de la variété. Moi, j'aime la variété. De même que vous voyez, je sais que France Gall, c'est ni Debussy ni Lucille Risati. Como aime aussi. Mais j'adore la variété. Ça peut être merveilleux, une belle chanson de variété. Et France Gall a chanté. Mais indépendamment de ça, est-ce qu'elle avait raison dans son Cézanne peint? Il y a 2-3 paroles qui sont un peu maladroites. Elle dit si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Mais le mot épreuve, à mon avis, est pas très bien choisi. Ça, c'est la première chose. Je trouve qu'en revanche, dans sa chanson Résiste, viens, bats-toi, signe et persiste. Quand on sait ce qu'a été le trajet de Cézanne, qui s'est battu, y compris contre les cercles impressionnistes, puisque Durand-Ruel
prend les impressionnistes, sauf Cézanne. Je me dis, mais au fond, mais ça correspond exactement à ce qu'a été cette ténacité reconnue simplement pour Cézanne à partir des années 1890. Bon, bah voilà, j'ai cru comprendre que Les yeux de Mona allaient devenir un film, votre roman publié aux éditions Albin Michel. Peut-être qu'il y aurait aussi une comédie musicale, je ne sais pas, quelque chose à faire. Je ne sais pas si votre question est sincère, passive-agressive ou dites-moi, une comédie musicale. Non, une comédie musicale, puisque vous parlez de Si vous voulez l'adapter Cézanne. sur Guillaume Erner, je Alors, prends. écoutez, non, là, dans ce cas-là, ce serait très agressif parce que si c'est moi qui fais les chansons, je pense que ce serait vraiment pas un cadeau. Mais en tout cas, un bon cadeau que l'on peut faire, c'est votre livre, Thomas Schlesser, Merci, Les yeux de Mona aux éditions Albin Michel.